Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 du Comex. On est très heureux d'être de retour après un été mouvementé footballistiquement qui aura donc vu Kylian Mbappé animer l'ensemble de la twittosphère pour rien. Les espoirs anglais masculins remporter un nouveau titre de champion d'Europe et les joueuses espagnoles être sacrées championnes du monde. Car oui, vous l'avez peut-être déjà oublié, mais l'équipe féminine de football espagnol a remporté pour la première fois le titre suprême de notre sport qui est le football. Un succès retentissant, historique même, puisque les Espagnols ne participaient qu'à leur troisième Coupe du Monde et n'avaient jamais passé le cut des huitièmes de finale, mais un succès éclipsé instantanément par les agissements d'un homme dont la paranoïa n'a d'égal que celle des grands populistes de notre monde. Luis Rubiales est donc l'homme qui aura ruiné les festivités que toute une nation s'apprêtait à vivre. En forçant la joueuse Jennifer Hermoso à l'embrasser lors de la cérémonie de remise du trophée, le président de la fédération espagnole aura déclenché un déferlement médiatique sans précédent. Justement accusé par les médias d'avoir agressé Jenny Hermoso, Rubiales a fait le choix de partir en croisade contre tous ceux qui nieraient sa version des faits. Un premier communiqué avait été publié quelques jours après la finale, rapportant des soi-disant propos de Jenny Hermoso et expliquant que ce baiser était réciproque. Propos évidemment niés par la joueuse elle-même, affirmant n'avoir jamais accepté cela. Quelques jours plus tard, en pleine tempête médiatique, Rubiales convoque les journalistes pour une conférence de presse lunaire dans laquelle ce dernier refusera de démissionner, dénonçant un lynchage médiatique contre lui et accusant ses détracteurs d'un soi-disant faux féminisme. Après cette séquence irréelle, Rubiales se retirait dans son village d'enfance de Motril pour prendre quelques jours de repos. Un repos que refusa visiblement de lui accorder sa mère, qui convoquait à son tour les journalistes pour évoquer une grève de la faim jusqu'à ce que Jenny Hermoso affirme que ce baiser était réciproque. Dans le même temps, les instances footballistiques supranationales et gouvernementales se sont aussi positionnées vis-à-vis de cette affaire. La commission de discipline de la FIFA, sous l'impulsion d'un de ses directeurs juridiques et grand rival de Rubiales, Emilio Garcia, a prononcé une suspension de 90 jours, impliquant aussi le gel de ses revenus de président, ainsi que l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'UEFA, dont il est le vice-président exécutif. L'UEFA qui ne s'est d'ailleurs pas prononcé à ce sujet. De son côté, une large majorité des membres du gouvernement a appelé à la démission de Rubiales, tandis que les sélectionneurs des équipes masculines et féminines espagnoles ont fini par se désolidariser après s'être pourtant rangés du côté du président. L'ensemble des joueuses et du staff sacré champion du monde a affirmé son soutien à Jenny Hermoso en refusant de jouer à nouveau pour la sélection tant que Rubiales en serait le président. Et enfin, une enquête a été ouverte pour agression sexuelle. Luis Rubiales ne devrait donc pas sortir indemne de cette affaire dont il est le seul responsable. Une situation qui rappelle d'ailleurs étrangement celle de la Fédération française de football, dont le président Noël Le Graët a été évincé il y a quelques mois. Là aussi, un événement déclencheur viendra faire tomber un président dont les affaires et casseroles étaient pourtant légion. Car oui, Luis Rubiales n'en est pas à son premier fait d'armes. L'an passé, son oncle et ex-chef de cabinet avait dévoilé que son neveu détournait des fonds de la fédération pour ses propres intérêts. D'après Juan Rubiales, donc, ces fonds auraient servi à louer une villa à 2 millions d'euros sur la côte espagnole pour organiser des partous avec des associés et des jeunes filles à la limite de la majorité. En 2019, d'après Le Confidentiel, il aurait aussi touché plusieurs centaines de milliers d'euros dans le cadre de l'attribution du contrat d'organisation de la Super Coupe d'Espagne avec l'Arabie Saoudite. Enfin, plusieurs enregistrements audio et messages ont fuité, montrant les pressions faites par Rubiales sur le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, afin de le soutenir dans sa guerre de pouvoir avec Javier Tebas, président de la Ligue espagnole. C'est sans oublier cette histoire selon laquelle il aurait fait espionner l'ex-ministre des Sports de l'époque, Irene Lozano, avec un stylo équipé d'un micro, pour ensuite faire pression sur elle. Abus de pouvoir, détournement de fonds, paranoïa permanente, des attitudes qui s'apparentent donc à celles utilisées dans les films de Francis Ford Coppola et qui ne sont pas non plus sans rappeler celles des grands manias du cinéma à l'origine du mouvement MeToo. À l'heure où les scandales d'agression sexuelle touchent un nombre de plus en plus important d'acteurs du monde du football, l'affaire Rubiales peut-elle marquer un tournant? Cette surmédiatisation va-t-elle entraîner un changement de mentalité générale et le rapport de force et le traitement médiatique vis-à-vis des victimes peut-il s'inverser? Tant de sujets auxquels nous tâcherons d'apporter un éclairage lors de cette première émission du COMEX de la saison. Et pour m'accompagner sur ce sujet explosif, j'ai donc fait appel au meilleur comité exécutif qu'il soit. Le premier d'entre nous, c'est l'ambassadeur du COMEX, celui qui ne chôme pas l'été, celui qui passe son été sur les plateaux pour faire la promotion de nos idées, et même celui qui prend le temps, au milieu d'une belle journée de septembre, de s'embrouiller sur Twitter sur ce qui est le mieux entre la philosophie et la sociologie. Thibaut, Descartes ou Bourdieu? Descartes, sans aucune hésitation. Descartes. Ça va, l'été s'est bien passé, Thibaut? Bah, j'ai beaucoup bossé, ouais, mais bon, Beaucoup ça bossé. va. Ça Une va. petite revue de l'after qui vient d'être publiée, un petit coup de promo peut-être? Oui, car n'oublie pas de me présenter aussi dans mon titre officiel désormais, qui est rédacteur en chef de la revue de l'After, ce qui permet de faire de la Classe. promo sans avoir à le dire. Ouais, voilà, sorti le 24 août, en kiosque, en librairie, consacré à la loose française en Coupe d'Europe. C'est d'actualité. Et
aussi pour se remonter un peu le moral sur les années, l'âge d'or de nos clubs français dans les années 90. Très bien. Et ben, je Voilà. recommande à tout le monde d'aller. C'est la première reco de ce Comex, de cette saison du Comex, d'aller acheter C'est la reco permanente. la reco permanente. Voilà, d'aller acheter la revue de l'After numéro 10. Le second, c'est notre Dans directeur lequel financier. on trouve David Guzman, notamment. Aussi. Ah bah voilà, justement, j'allais l'introduire. C'est le second, donc c'est notre directeur financier 2.0. Des analyses financières et économiques toujours aussi limpides, pas un gramme de cocaïne dans le nez pendant l'été, et même un rôle de père au foyer parfaitement assumé. Comment ça va, David ? Ça va parfaitement. Écoute, j'ai passé mon été avec un copain espagnol dans une villa à 2 millions d'euros sur la côte andalouse. Donc, ça ne pouvait qu'aller. Quand on a des amis aussi généreux, on tente d'en profiter. D'ailleurs, on se demande de quel enfant, mais bon, c'est... Bon, pour notre troisième invité, j'avais évidemment préparé une batterie de vannes interminables pour le présenter, mais c'était sans compter sur le calendrier de Ligue 1 qui a fait en sorte de programmer un Lyon-PSG la veille de la reprise du Comex. Donc, pour éviter tout retour de carnage, je vais t'introduire tout simplement, j'y vais. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, 4-1. Ça va. Moi, j'ai bien vécu. Les vacances urbaines, studieuses, et à l'image des petits copains, contents de revenir. Voilà, le Comex est prêt. Tu sais, JB, que connaissant parfaitement mon équipe, j'avais pronostiqué, même parié, un petit 4-0 pour l'équipe lyonnaise. Évidemment, c'était mal la connaître, puisque j'avais oublié ce petit penalty de dernière minute qui est évidemment venu plomber mon pari. Mais voilà, la loose me poursuit jusqu'au bout de l'été, et c'est super comme ça. Et enfin, après un été passé à organiser son télétravail et ses vacances en fonction des performances de Thibaut Pinot et Lenny Martinez, il a enfin réenclenché le mode football. Et d'ailleurs, je crois savoir, Flo, que tu as un petit message pour David, non ? Ouais, j'ai un petit message pour David, mais je vais le répéter tout à l'heure. Mais il y a eu un 4-1 hier, mais il y a eu un 4-2, non ? Dans l'autre Comexico du week-end. La connexion est horrible. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. En fait, il faut vraiment que je change d'équipement. Voilà, il vit dans le déni. Bon, il est comment, le petit Gauthier, hein ? Il est Gauthier, c'est très prometteur. D'ailleurs, j'espère que Gauthier va regarder le Comex. C'est un joueur que je suis depuis centre de formation à Metz. Je l'avais même vu jouer en 32e de finale de Coupe de France à Saint-Quentin, mon club formateur. Donc voilà. Ça y est, David a dérivé. Vous l'aurez compris, il parlait évidemment du Bordeaux-Auxerre de ce week-end qui s'est fini sur une sacrée déculottée pour les Bordelais. Bref, vous l'aurez compris, c'est la rentrée scolaire sur 11e art. En bon père de famille 2.0, David a donc fait les courses de fournitures scolaires pour sa fille. Malheureusement, avec l'inflation, il n'a pas pu acheter la toute dernière abaya dernier cri réclamée par Gabriel Attal. Donc pour soutenir David, n'hésitez pas à faire un don sur la cagnotte 11e art, c'est très important. Ça peut aussi potentiellement nous aider. Et puis, si vous avez à forcer un petit peu trop sur les pina coladas cet été à la plage, vous avez plus une thune, vous pouvez quand même vous abonner, poser un like, un commentaire, repartager le podcast évidemment auprès de vos amis. Ça ne coûte rien, et ça nous aide énormément pour le référencement. Et d'ailleurs, en termes de référencement, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais nous avons créé des comptes des comptes de réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour le Comex, que je vous invite à aller suivre pour avoir toutes les actualités, toutes les infos, toutes les vidéos, participer aussi au débat que nous allons lancer sur ces pages-là. Voilà, le Comex, @le Comex, c'est très facile à retrouver sur Twitter et Instagram. Messieurs, je vais laisser la parole. J'ai beaucoup parlé pour cette introduction. Je vais laisser la parole à notre ami Jean-Baptiste Guégan, qui est revenu en pleine forme de l'été pour nous parler donc de notre sujet du jour, l'affaire Rubiales, le MeToo du football. Alors, MeToo, justement, on ne l'avait pas eu dans le foot, et encore moins dans le foot féminin. Le voilà, avec Luis Rubiales, on est arrivé à un point qu'on n'imaginait pas. Comment, littéralement, mettre à terre une célébration alors que ton pays vient de remporter une Coupe du Monde féminine, que la FIFA, en plus, mettait en avant. On appelle ça gâcher la fête, surtout révéler l'époque. Luis Rubiales s'est mis dans cette situation tout seul. Il n'a pas volé un baiser, il a commis une agression. Cette agression, elle va être pénalement sanctionnée, et médiatiquement, il a déjà été jugé. Le problème, c'est qu'il est encore en poste, notre NLG espagnol. Ce qu'on voit, c'est que avec cette affaire-là, on voit monter finalement cette question des violences sexuelles et psychologiques dans le sport, dans le foot féminin. Ça tombe bien, on en parlait peu avant. Et on le voit à l'échelle de l'Espagne. Ce qu'on voit aussi, c'est quelque chose d'assez ubuesque, c'est-à-dire qu'il s'est défendu une première fois, il devait démissionner, il est resté, il a menti, il a utilisé les services de com de la fédération. Je veux dire que là-dessus, la Fédération française de foot est assez impressionnée, parce qu'elle n'a pas osé, elle, aller si loin à l'époque d'NLG. On est à la limite là de ce qu'on avait à une époque très lointaine, où on pouvait à peu près tout manipuler. Là, avec l'Espagne, on passe un cap. Alors, on espère qu'il sera sanctionné, probablement que ce sera rapidement le cas.
En tout cas, aujourd'hui, il est suspendu. Il n'est pas suspendu parce que l'Espagne le pouvait, mais parce que la FIFA s'est bougée. Alors, ce qui est bien, c'est quand la FIFA bouge, c'est pas pour rien. Là, en l'occurrence, c'est une question de sous, une question de médias, une question de scandale finalement planétaire. On a vu les propriétaires et actrices du Angel City Football Club, le club rival de ce club qui doit être vendu par l'OL, se positionner. C'est Nathalie Portman et ses amies actrices. On a vu à peu près tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un homme politique européen se positionner sur la question, à commencer par les Français, qui donnent des leçons aux Espagnols après avoir tant attendu à faire le ménage en France. Et ce qu'on voit avec cette histoire, c'est que la FIFA, elle s'est bougée parce qu'il y avait, à la suite de la Coupe du Monde, un vrai enjeu économique, un vrai enjeu médiatique. Ils avaient réussi à avoir une compétition que les gens avaient suivie. Et donc, derrière, Gianni a bougé. Et puis, paradoxalement, Alexander Seferin, notre ami de l'UEFA, pas beaucoup. On a tous lu cette interview lunaire dans l'équipe où, à la fin, il explique qu'il n'a pas à sanctionner puisque la FIFA l'a fait. Donc, on est face à un président de fédération accusé d'agression, toujours en poste, sanctionné par la FIFA, que l'UEFA ne sanctionne pas, parce qu'on ne faudrait pas sanctionner 2 fois non plus. Et derrière, on apprend que l'activité de la FIFA est quand même grandement liée à l'Espagnol, qui est à la tête du service d'intégrité de compliance et donc du service juridique de la FIFA. Et on se dit que heureusement que ça s'est passé en Espagne, parce que quand ça se passe en Afrique, il ne se passe pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il faut y voir, avec ce MeToo du sport, une rupture ou simplement le fait que ça concerne une des plus grandes fédérations du monde? On verra. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que le changement doit arriver maintenant. Il va venir de l'intérieur ou il va venir de l'extérieur, mais il viendra, c'est trop tard, pour faire machine arrière. La féminisation du sport, c'est notre présent, ça ne doit pas être notre avenir. Le respect des enfants, des personnes qui jouent et des femmes, ça ne doit pas être négociable, ça doit être une évidence. C'est un père de famille qui parle, accessoirement d'une fille. Et en l'occurrence, vu l'état de notre football au sens large, il suffit de voir par exemple ce qu'on a pu constater ailleurs, dans les tribunes avec des enfants malmenés. On est face ici à une difficulté. Est-ce que cette affaire va être simplement un épiphénomène ou est-ce qu'elle va déboucher sur quelque chose? Je vais laisser mes petits amis en parler, mais en tout cas, moi, mon point de vue est clair. Ça ne doit plus jamais se reproduire et il faudrait peut-être qu'à un moment donné, les fédérations sportives arrêtent de se cacher derrière leur apolitisme pour enfin bouger et assumer. Thibaut, je te laisse prendre le relais. Ouais, merci. Moi, je voulais apporter peut-être aussi un autre éclairage de mon expérience en Espagne. Je rappelle que j'ai été correspondant là-bas pendant 10 ans. Donc c'est un pays que je connais assez bien, que je vais souvent, avec qui j'ai gardé beaucoup de liens. Donc ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, au-delà de ce qu'a dit évidemment JB sur l'aspect politique, je partage complètement, c'est la spécificité du cas espagnol, qui présente quand même quelque chose d'assez paradoxal, qui est que l'Espagne, d'un point de vue d'égalité des genres et des lois, comment dire, appeler ça les lois sociales, les lois d'égalité, le mariage homosexuel ou les lois de protection contre les violences conjugales sont finalement beaucoup plus anciennes qu'en France. Je donne par exemple la loi sur le mariage homosexuel, qui autorise le mariage homosexuel en Espagne, date de 2005, soit quasiment 20 ans. Quand la France c'est 2013. Le taux de féminisation des institutions, par exemple du Congrès espagnol, c'est presque 50%. 44%, en France on est à 38%. On a en Espagne, en réalité, depuis la France, toujours une image un peu carte postale ou un peu vieillotte en fait de ce qu'est la société espagnole. Or la société espagnole, et ça je dis ça ne m'engage que moi, mais qui à mon sens sur les questions d'égalité sexuelle et de la question des droits LGBT notamment, est une des plus avancées d'Europe, et en tout cas en Méditerranée certainement la plus avancée. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est de voir cette situation-là. Parce que non, elle est la plus avancée. Je rappelle que l'Espagne est le pays de Pedro Almodóvar, c'est peut-être pas un hasard non plus. Et donc moi j'ai vécu ça, je l'ai vu en direct, j'ai vu ce que c'était la Gay Pride à Madrid, ça dure une semaine. C'est l'événement le plus important de l'année quasiment. Enfin
On vit très bien, en tout cas dans les grandes villes. Je parle pas des villages, il y a des difficultés, il y a comme partout, mais on vit très bien en aimant quelqu'un du même sexe en Espagne. Quand on est une femme, on a accès, malgré tout statistiquement en tout cas, à plus de responsabilités politiques qu'en France. Donc ce qui est paradoxal dans cette affaire-là, c'est que ça arrive dans ce pays-là. Et au moment où le football espagnol, qui depuis 3 ans s'est développé à vitesse grand V, avec des grands clubs qui ont racheté des clubs de football féminin, à commencer par le Real Madrid, qui s'est structuré, qui est champion d'Europe en titre, le Barça est champion d'Europe en titre, qui gagne la Coupe du Monde féminine. À ce moment-là même, dans cette société qui est donc censée être la plus avancée, on a une sorte de retour du refoulé, de masculinisme un peu primaire, du macho ibérico, comme on appellerait ça en Espagne, qui vient tout à coup forcer un baiser et avoir un comportement, il se tient les testicules devant la reine d'Espagne, ça c'est extraordinaire aussi, au moment même où le football féminin espagnol arrive à son sommet. Ça, on peut en faire quasiment une lecture psychanalytique, quoi. C'est le retour du refoulé. Vous savez, le refoulé, c'est l'inconscient, c'est la somme des désirs refoulés. C'est-à-dire, c'est la somme de tout ce que les trucs qu'on veut pas faire, qu'on les pousse dans un coin, et c'est un peu comme un robinet, vous savez, sur lequel on appuierait. C'est quelque chose de comment dire, de dynamique, l'inconscient chez Freud. Et donc, c'est quelque chose sur lequel, c'est comme quand on appuie sur un robinet, il faut bien que l'eau, elle sorte quelque part, à un moment ou à un autre. Et t'as ça dans ce genre de moment, une espèce de grand moment de vérité, de grands moments d'exposition générale, de moments de révélation. T'as comme ça des actes qui viennent tout à coup rappeler ce qui a été refoulé. Et pour moi, j'en ferai une lecture comme ça, en premier degré, de première lecture, ce serait une lecture en psychanalytique, dire on a quelque chose qui est typiquement espagnol là, qui s'exprime, c'est-à-dire tout ce qui a été retenu jusqu'à présent. Et on a appris à ce moment-là que, alors on n'a pas appris parce que ça faisait un moment quand même que les filles en Espagne se plaignaient. Je rappelle que 14 joueuses avant la Coupe du Monde avaient refusé de revenir en sélection, qui en voulaient à des mœurs archaïques. Elles ne l'avaient pas dit pourquoi, elles n'avaient pas dit de quelle nature étaient ces mœurs-là, des problèmes qui étaient posés à ce moment-là. Mais à l'occasion de cette affaire-là, on a compris ce qui s'était passé. Des vidéos ont émergé, on a vu qu'il y avait des gestes qui étaient absolument pas, des entraîneurs qui tiennent les joueuses par la joue, enfin des gestes absolument déplacés, inappropriés. Et on voit une espèce d'ambiance un peu oui, patriarcale, là pour le coup, patriarcale, un peu rance, mais avec toujours cet argument qui est revenu dans l'affaire Le Gret, qui est de dire oui, mais la fédération s'est structurée, a gagné beaucoup d'argent, a fait gagner beaucoup d'argent au football amateur. Les revenus de la fédération espagnole ont explosé avec Rubiales, je termine. D'ailleurs, lui, c'est comme ça qu'il a défendu. Il s'est défendu un peu sur le thème comme Le Gret, quoi. Sur moi, le football espagnol s'est développé, on peut rien m'en reprocher, etc. Comme s'il fallait mettre sur le même plan, en fait, ces deux événements-là, non? Comme si l'un venait compenser, c'est la modernité d'un côté venait compenser l'archaïsme des mœurs et de la morale. Là, on voit qu'en réalité, que si ça penche quand même beaucoup plus du côté des mœurs et de la morale que de l'économique. Et à mon sens, c'est plutôt une bonne nouvelle pour une fois que la balance se fasse dans ce sens-là et pas dans l'inverse dans le football. David. Tout à fait. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que Thibaut a dit, c'est vrai que c'est le contrat Nike, en fait, que Le Gret a pendant longtemps porté en étendard et qui était censé, en fait, l'excuser et l'absoudre de tous les maux. Non, mais Thibaut me lance sur ma partie qui était justement, en fait, l'aspect économique qui est complètement délabré du foot féminin. Et si, bien évidemment, l'affaire Rubiales, c'est une histoire de mœurs, je pense qu'il faut l'utiliser aussi pour mettre en lumière le désert économique, le désastre même économique que représente le foot féminin dans son ensemble au niveau mondial, au-delà des Kadidiatou Ndiaye, au-delà des Marie-Antoinette Katoto ou des Megan Rapinoe qui gagnent plusieurs millions de dollars par an. Et malheureusement, on l'a encore vu cet été avec la saga Kylian Mbappé, l'argent te donne de la crédibilité dans le football, te donne du pouvoir, te donne du respect, te donne de l'influence. Je crois que c'est toi, Thibaut, en fait, qui mettait l'accent en fait sur le pouvoir, justement la lutte de pouvoir recherchée par Kylian Mbappé cet été. Je pense que c'était quelque chose de très juste. Et pour vous donner quelques indications, quelques chiffres, 85% des transferts des femmes se font en fin de contrat. Le mercato 2022
c'était 3,3 millions dépensés au monde, donc moins que ce que Bordeaux a dépensé pour Zian Vipotnik, son nouvel attaquant slovène. Je vous lance, je vous tends une perche. Ce n'est pas un nom inventé. Zian Vipotnik existe vraiment. Il joue régulièrement. Il a certainement une famille. Donc, et ces 3,3 millions, c'était plus que 2020-2021 réunis. Le plus gros transfert mondial, c'est Keira Walsh de Man City à Barcelone. Donc voilà, on pose un peu en fait le poids ou le manque de poids justement financier des femmes dans le football. Et c'est pour ça que le thème de mon intervention, c'est plus de se dire que la footballeuse, c'est un métier. Il y a 3 constats à faire. La footballeuse, c'est un métier en voie d'extinction. De façon surprenante, il y a 49%, ça fait beaucoup de chiffres, mais je pense qu'ils sont très parlants. Il y a 49% des joueuses pro qui jouent de façon complètement bénévole, qui ne sont pas rémunérées, alors que les revenus du foot féminin explosent. Et 87% des joueuses arrêtent involontairement leur carrière après 25 ans parce qu'elles ne peuvent pas concilier jouer, elles ne peuvent pas vivre de leur passion et même de leur métier. Il y a 2/3 des joueuses qui ont joué les qualifications de cette Coupe du Monde, qui a eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont dû déposer des congés sans solde en fait, pour jouer cette Coupe du Monde. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez après de obtenir? Comment vous pensez que ces femmes, ces êtres humains, peuvent être considérés, la considération qu'on peut leur donner quand on les considère, mais même pas comme des salariés de seconde zone, dans la plupart des cas, comme des bénévoles, même pas des salariés, on ne les rémunère pas. Je ne vais pas, je vais pas endosser la cape de Romain Molina, mais de dénoncer tous les scandales du foot féminin. Mais c'était beaucoup de chiffres au début, mais je voulais vous montrer, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'était la réalité économique du foot féminin dans le monde. Le football et les footballeurs, c'est une variable d'ajustement. C'est-à-dire que à Santos, qui est le club de Pelé, le club que tout le monde connaît, on a supprimé en 2012 la section féminine pour payer Neymar, pour supporter l'augmentation de salaire de Neymar. Donc, en fait, on nie le droit à l'existence de tout un pan de la section sportive de Santos juste pour payer un homme. Le message envoyé est terrible, mais vous allez me dire, mais de toute façon, ça a changé récemment avec MeToo, les gens en ont pris conscience, il y a des efforts qui ont été faits, mais pas du tout. J'ai encore reparlé de mon club, mais quand il s'agit de faire, à Bordeaux, la section féminine est en train d'être complètement démantelée. Bordeaux, pour vous donner une indication, c'était le 4e plus gros transfert avec son internationale brésilienne Kathleen De Souza il y a 3 ans. Désormais, il y a des joueuses, la plupart des joueuses sont étudiantes, les joueuses ont été transférées et l'argument qu'on a donné, c'est justement d'appliquer cette baisse de coût aux hommes, mais proportionnellement aux filles, alors qu'on parle en termes d'ordre de grandeur de quelques dizaines de centaines de milliers d'euros. Idem, Textor, quand il arrive à Lyon, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vend l'OL Reign, la section féminine. C'est quand même incroyable. Les 2 seules sections qui fonctionnaient, alors peut-être pas financièrement, parce qu'il y en a une qui perdait 15 millions d'euros par an, mais encore dans un ordre de grandeur, c'est bien moins que les garçons. La chose sur laquelle il pouvait s'appuyer pour bâtir une image positive, il est américain, la patrie du soccer, donc la patrie ou du soccer féminin, où le foot féminin est mis en avant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Sa première décision, une de ses premières décisions, c'est de se délester de cet héritage féminin. Et ça prouve bien que très régulièrement, les femmes dans le football, même si leur poids financier est moindre, est une variable d'ajustement. Et ça, c'est proprement insupportable. Ensuite, les footballeuses, le souci qu'on a, on parle de MeToo du foot, mais elles sont invisibles. La D1 Arkema, par exemple, les 2 affiches de la D1 Arkema, elles sont le vendredi soir en plein match de Ligue 1 et le dimanche soir pendant la plus grosse affiche. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi, ça m'est par amitié, j'ai déjà regardé avec des amis supporters bordelais les filles de Bordeaux, mais c'est retransmis, mais comme mon père me filmait au caméscope quand j'étais en U15. Je n'exagère pas du tout. Les infrastructures, la réalisation, rien n'est fait pour mettre en place, pour donner de la visibilité au football féminin. Je ne vais pas vous rappeler le scandale des droits télé de la Coupe du monde féminine. 2 semaines avant, il n'y a pas
une chaîne de télé qui s'est dit qu'on va prendre le risque de dépenser quelques dizaines de millions d'euros pour retransmettre la Coupe du monde féminine. Même la FIFA, qui a généré 8 milliards de profits sur 3 ans, s'est pas dit écoutez, nous on a fait 8 milliards de profits, on va mettre en place une chaîne, on va retransmettre en fait, et on va retransmettre gratuitement pour tout le monde en streaming ou sur un site la Coupe du monde féminine pour justement. C'était un fond de cuve en fait, c'était un fond de programme qu'on place entre le téléachat et le journal de midi. Et c'est comme ça qu'on déclenche des vocations. Moi, je ne vais pas trahir de secret des dieux, mais c'est vrai qu'on en avait discuté en fait avec Thibaut. C'est comme ça en fait que tu suscites des vocations, que tu déclenches du désir justement pour le football féminin et que tu en fais. On est tous tombés amoureux du football grâce aux grandes compétitions. Donc, avant de passer aux préconisations dans une deuxième partie, c'est vraiment ce constat que je voulais mettre en avant et ce MeToo footballistique, ce manque de respect envers les femmes, il part aussi du fait que économiquement, la plupart n'existent pas en fait. Et dans le monde du football, exister, c'est aussi gagner de l'argent, c'est avoir de la répercussion, c'est être mis en avant et c'est pas du tout le cas. Merci beaucoup David pour ton intervention. On va évidemment prendre notre petite pause habituelle entre la première partie et la deuxième partie avec notre fameuse revue de presse et c'est évidemment Flo qui va s'en charger. Flo, je suppose que tu as réussi à caler Lenny Martinez dans ta revue de presse? Même pas. Un peu déçu. Ouais, mais quel été, alors que nous avions décidé de nous mettre en pause, nous le COMEX, nous 11e art, pour permettre évidemment à Val de poser des congés payés aussi reposants que réhydratants, et à Jean-Baptiste de profiter aux frais du contribuable de ses 2 mois de vacances annuelles, tout ça pour finir en vacances en Allemagne, le foot, lui, n'a cessé de nous tenir en haleine. Car c'est ainsi, le ballon rond ne prend jamais de congé. Une trêve estivale sans Euro ou sans Coupe du Monde, et alors? L'été a commencé par l'écaillage du foot européen par l'Arabie Saoudite. Nouvelle place forte du foot pognon, et qui a réussi le pari d'arracher au vieux continent nombre de ses joueurs vedettes. Une nouvelle politique parfaitement expliquée par notre ministre des Affaires étrangères du COMEX, Jean-Baptiste Guégan, pour TV5 Monde. C'est simple, les stars du ballon rond en Saudi Pro League, ça pousse aussi vite que les épidémies de chefs à képi vengeurs en Afrique. Ah non, merde, ça c'était Macron. JB, toi t'as dit, plus de 70% des Saoudiens ont moins de 35 ans, Mohamed Ben Salman a besoin de cette jeunesse comme base politique de son régime. Le football permet de construire un narratif positif auprès de cette jeunesse. Finalement, c'est quand même bien plus constructif et intéressant que ce que notre président a dit. Écoute, JB, on va t'envoyer sur place histoire d'instaurer la paix et de nous sécuriser le Sahel, tu veux bien? Parce que la situation est l'inquiète vraiment au plus haut lieu là. Alors, pour ne pas trop s'éloigner du monde arabo-saoulo-musulman en direction, le Qatar, qui a donc décidé de montrer les muscles, en évinçant Neymar et Messi de son club phare et en plaçant un vrai coach, enfin, sur le banc du PSG. Mais la cure de protéines en a pris un coup aux prémices de l'été, et le Paris Saint-Germain est redevenu un simple canard, perdu dans sa relation épistolaire avec Kylian Mbappé. Le Bondinois annonçant au club sa volonté de ne pas prolonger, et donc de quitter Paris libre 1 an plus tard. Et la direction parisienne de jouer les gros bras donc pour finalement se coucher sans trop que personne ne saisisse ce qui a pu faire infléchir la position de Kaligoula Khelaifi, le président annonçant même que la décision du joueur aurait pourtant mis à mal la pérennité et le modèle économique du PSG. Une vaste blague pour notre Bruno Le Maire au scapulaire, David Glusman, invité dans l'after-foot, et qui démontre la stratégie des dirigeants parisiens qui n'ont jamais budgété la possibilité de le voir partir libre en 2024. Une sorte de guerre des nerfs ridicule, façon tu viens pas, tu joues pas. Bref, une belle comédie de l'été pour notre Descartes comexien Thibaut Leplat sur le site de la revue de l'After. Une comédie où en tout cas le consentement commun aura fini par rassembler tout le monde, faute d'amour et faute de fond. De consentement, il n'en aura en revanche pas été question donc dans la grande affaire du foot de l'été. Le baiser forcé et obscène d'un agresseur, Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, à sa victime, Jenny Hermoso, quelques minutes après le premier sacre mondial de ses joueuses de la Roja. À ceux qui pestaient contre le manque de médiatisation du foot féminin, notre Dalai Lama ibérique l'aura mis au centre des débats pendant des jours. JB d'ailleurs, puisque tu me l'as demandé au passage, le Dalai Lama, il a aucun lien avec Bernard, c'est pas du tout la même branche familiale. En tout cas, Rubiales, faut l'avouer, quand il faut mettre une cause délaissée en avant, c'est une franche réussite. On croirait Gérard Larcher dans une pub comme J'aime ou Ali Bongo dans une réclame pour le Wall Street Institute. Le buzz est là, mais franchement, ça sert pas grandement l'idée. Et puisqu'il n'est toujours pas retombé en Espagne, je parle là du buzz, je vous conseille l'article Vue de Madrid du correspondant de Libération François Musso, qui revient sur le bras de fer entre Rubiales, d'un côté, et la FIFA, le gouvernement espagnol et les joueuses de la Roja. Celle d'un homme qui se pensait intouchable, symbole des vestiges rances de macho fier à bras, comme l'explique le journaliste. Pas dans l'air du temps, donc ce Rubiales.
Contrairement à l'immense Giroud, nouvelle star de l'internet, comme il dirait sûrement, l'ancien coach légendaire d'un club qui vient d'en mettre 4 sur la pelouse de Bordeaux, ça n'a aucun intérêt, je vous l'accorde, mais c'est gratuit pour David, a lui aussi fait le buzz avec une vidéo virale sur les réseaux sociaux de l'AJ Auxerre pour le lancement du compte TikTok du club. Un téléphone tenu à l'envers, un Kwakubé hésitant, le combo parfait pour entrer dans du multivers du côté de Lyon. Je vous l'avais pourtant dit et je vous avais prévenu, Auxerre influence les jeunes influencent le monde. Et puisqu'on parle de Lyon, le lien vers l'amour pour les plus jeunes que soi est tout trouvé, avec la nouvelle condamnation de Jean-Marc Morandini, l'animateur de CNews. Jean-Marc n'a pourtant pas évoqué sur son sympathique site internet sa propre condamnation, ni même évoqué les accusations à l'encontre de dirigeants et d'éducateurs du club parisien de la Salésienne. Des faits étayés dans une enquête du journal Le Parisien qui révèle que quelques éducateurs, bien que condamnés par la Ligue de football, auraient pourtant été maintenus dans le club. Et l'Église catholique, elle, de crier au plagiat. Alors que les vacances touchaient à leur but, que l'odeur des trousses, de la colle et de l'encre se mêlait à celui du sable et de l'écume salée, Jean-Michel Aulas a décidé de nous faire vivre une dernière semaine d'août magistrale entre Rhône et Saône. Après avoir pourtant vendu le club de son cœur en décembre dernier à l'américain et illusionniste John Textor, le baron des Gaunes s'est décidé à tout foutre en l'air dans un club déjà à la dérive, obtenant le gel des comptes de son ancien club. Une stratégie contre Eagle Football et son boss, pour qu'il espère mieux revenir. Mais le coup ne semble pas prendre auprès des supporters Gaunes et le désormais vice-président de la 3F se retrouve à jouer contre son propre camp, comme l'expliquent habilement Hugo Guimet et Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe. Pourtant, il aurait fallu écouter Jean-Michel. Il est un peu comme Sarko, dans le fond. Il écrit des livres à chier pour dire ce qu'il ferait sans jamais le faire. Bah ouais, les gars, il aurait fallu suivre Jean-Mi et lire, prendre le titre de son dernier livre sorti cette année, en mars 2023, Chaque jour, se réinventer. Pour le troll, d'ailleurs, on rêve tous d'une pub dans une voiture avec Aulas à côté de Textor, chacun en train de crier « C'est qui le patron ?» Ce qui est cool d'ailleurs avec cette pub, c'est qu'elle est déclinable à l'infini avec la version Bappé Nasser ou Gilbert Daniel. Si la semaine avait bien commencé dans le 69, elle s'est également magistralement achevée avec la défaite à domicile 4-1 face au PSG, un club à capot ouvert comme l'écrit Enzo Leani pour le site de SoFoot, avec évidemment, comme cerise sur le gâteau, la prise de parole surréaliste du capot des Bad Gaunes, le Evgeny Prigogine de Dessine, face à des joueurs apathiques et muets, tensés comme des enfants. Alors tu vois mon petit Ney, l'enfer c'est ça. Être Ryan Cherki à l'OL, dans ce club en ce moment, voir ses petits copains de classe Bradley, Malo et Castello partir loin, chez les grands, et être seul en ce jour de rentrée scolaire, le regard vide du redoublant. Merci beaucoup Flo, bravo, merci de remuer le couteau dans la plaie, c'est super. Et j'avais une question pour toi, le Dalai Lama, c'est la même famille que Serge aussi ou pas du tout? Non, c'est encore une branche différente. Okay, La seule différence avec Rubiales, par contre, c'est qu'il met la langue. Wow. Pas mal. Tu vois la tête des mecs. Bon, on va enchaîner sur la deuxième partie de notre Comex, de notre émission, évidemment, sur l'affaire Rubiales. Je vais me permettre de faire un petit récap de ce que vous avez dit avant ça. JB, toi, tu as parlé de la montée de la question des violences sexuelles dans le sport, ce qui est une bonne chose. Enfin, la montée. Une bonne chose. D'en parler, je voilà. veux dire. Voilà, exactement. Avec cette affaire, ça te vaudra une capsule, hein, normalement. Ouais, c'est vrai. Bah, franchement, s'il y avait un compte Twitter digression du Comex, je pense que je serais dedans, malheureusement. D'ailleurs, c'est toi qui a créé le compte digression de l'After, je pense. Digression. Non, c'est pas moi. Mais je connais le mec qui l'a fait. Très bien. Bon, donc tu dis qu'avec cette affaire, on passe aussi un cap dans le mensonge, notamment au niveau des dirigeants, et que la FIFA s'est positionnée, notamment parce qu'elle avait un vrai enjeu économique et médiatique après cette Coupe du Monde, à l'inverse de l'UEFA, où on a vu Séphérine être muet par rapport à cette agression. Et tu reparles aussi de la FIFA en disant qu'il y a un deux poids, deux mesures, notamment avec la gestion de certaines fédérations africaines. Et tu termines en disant que la féminisation du sport doit être une priorité, et en donnant ton point de vue que ce genre d'affaires ne doit plus jamais se passer et que l'apolitisme des instances ne doit pas entraîner leur silence. Thibaut, tu parles du cas particulier de l'Espagne, puisque l'Espagne est un pays où les lois progressistes comme le mariage homosexuel, l'autoféminisation, la question de l'égalité sexuelle ou des droits LGBT c'est un des pays les plus avancés. Tu donnes l'exemple de la Gay Pride de Madrid qui dure quasiment une semaine et qui est un véritable lieu de rencontre. Et tu dis que c'est paradoxal. De fête et de rencontre. De fête et de rencontre, voilà. Et tu dis que c'est paradoxal que cette affaire ait lieu dans ce pays, notamment dans un pays où le foot féminin s'est développé très rapidement ces dernières années. Et tu caractérises cette agression comme un espèce de retour du machisme à l'état pur, le retour du refoulé, comme tu le dis. Si tu devais faire une analyse psychanalytique, ce serait l'expression de ce qui est refoulé. Et tu estimes que c'est une bonne chose que, pour une fois, la balance penche du côté féminin.
Et David, toi, tu termines en parlant de l'aspect économique de cette affaire. Selon toi, il faut mettre aussi en lumière le désastre économique que représente le foot féminin. Aujourd'hui, l'argent dans le football donne de la crédibilité, du pouvoir et de l'influence, ce qui n'est pas le cas du foot féminin aujourd'hui, puisqu'il y a des vrais problèmes économiques. Tu donnes quelques chiffres, comme quoi 85% des transferts ont été faits en fin de contrat l'an passé, que seulement 3,3 millions d'euros ont été dépensés sur le marché des transferts en 2022 mondial, marché des transferts mondial, pardon. Et tu fais plusieurs constats. D'abord, le fait que le footballeuse est un métier en voie d'extinction. Près de 87% des joueuses arrêtent après l'âge de 25 ans. Et que les footballeuses aujourd'hui considérées comme bénévoles. Tu donnes les exemples des sections féminines de Bordeaux, Santos et Lyon qui ont été démantelées très rapidement. Et tu parles aussi de la visibilité des affiches de D1. Tu dis que justement elles sont complètement invisibles, qu'elles sont en même temps que les matchs de Ligue 1 et qu'elles sont filmées à peu près n'importe comment quand elles le sont filmées. Voilà, j'espère que j'ai récapitulé plus ou moins ce que vous avez dit dans cette première partie. Et je vais donc laisser JB relancer cette deuxième partie plus axée sur la conversation. Alors, déjà, moi, j'ai du mal à reprendre pour une raison très simple. Je n'arrive pas à m'enlever l'image de Thibaut à la Gay Pride, habillé en cuir, paillettes sur un char. Et ça, je dois dire que ça va être compliqué pour moi de relancer. Mais je vais faire abstraction de cette image et je vais revenir sur ce que tu disais, David. Le fait que l'économie du football féminin soit encore à minima en construction et surtout aujourd'hui absolument pas consolidée. Ça montre aussi à quel point cette affaire Rubiales, finalement, joue contre le camp du foot féminin. Parce qu'on n'en a parlé que de manière négative. Et effectivement, hein, comme tu le soulignais, Flo, j'étais en Allemagne, j'étais du côté d'Hambourg et de St. Pauli. Et pour avoir discuté avec des gens de ce qui s'était passé, la seule chose qu'ils ont retenue de ce mondial, c'est justement ça. Et derrière, de se dire, c'est compliqué parce que derrière, on n'aura pas forcément envie de mettre nos filles au foot, que derrière cette image-là, elle sera accolée. Et paradoxalement, je me demande si tu parlais de refouler, Thibaut, est-ce que c'est pas, si on est positif, hein, voire naïf, l'idée finalement que cette affaire Rubiales, c'est peut-être la convulsion, l'une des dernières convulsions d'un monde qui s'éteint. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 2 ans, cette affaire, on n'en aurait pas parlé, ou en tout cas on l'aurait minimisée, ou on l'aurait transformée. Aujourd'hui, ça devient une affaire d'État, ça devient une affaire internationale parce que la FIFA est dedans. Et est-ce qu'on n'est pas finalement à l'aube de quelque chose, c'est-à-dire enfin une vraie réflexion sur ce que devrait être le foot? Alors, Là, je suis très positif. Hein. ouais, il y a une question qui est intéressante là-dedans, c'est la réaction de Rubiales, en fait, le fameux discours. Parce qu'en réalité, la polémique naît 2 fois. Elle naît du geste, bien sûr, inacceptable, mais s'il avait présenté ses excuses immédiatement, éventuellement démissionné, en tout cas fait un pas de côté, etc., fait amende honorable au minimum, la polémique se serait peu à peu éteinte, quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu différents étages. Il y a eu d'abord les premières excuses, les premières fausses excuses de Rubiales à la radio, où il dit « No estamos para gilipolleces ». Arrêtez de me faire chier avec vos histoires de casse-cul, quoi. Tu vois, je peux en traduire ça, des histoires à la con. Donc qualifier ce geste d'histoire à la con. Ensuite, avec sa fameuse vidéo qu'il a publiée sur les réseaux, on apprend qu'il avait demandé à Jenny Hermoso de faire la vidéo avec lui. Elle avait refusé. Entre-temps, elle dit que ce baiser n'avait pas été consenti. Lui, il dit que ce baiser a été consenti. Donc finalement, non seulement il s'excuse, mais finalement, il accuse l'autre de consentement mutuel, en quelque sorte. Donc finalement, ça annule en quelque sorte ses excuses parce qu'il n'assume pas la responsabilité de son geste. Parce que de toute évidence, même un consentement mutuel, tu tiens pas la tête de quelqu'un comme ça. Enfin, c'est évident, en fait. Il n'y a même pas besoin de faire des analyses plus poussées que celle-là. Et enfin, le fameux discours où tout le monde s'attendait la veille du discours, parce que c'est ce qui avait filtré, qu'il les démissionne en Assemblée Générale extraordinaire. Et en réalité, non seulement il démissionne pas, mais il remet une couche. Et là, il parle du faux féminisme. Et là, il rentre sur un débat... j'allais dire quasiment philosophique, sur la question de qu'est-ce que c'est que y a-t-il un bon ou un mauvais féminisme, qui est un débat un peu qu'on a en France aussi, qui est sur la question, on appelle ça le néo-féminisme. On hystérise le féminisme aussi souvent. Voilà, et lui, il rentre sur ce terrain-là, qui me semble pas être un terrain inintéressant. Je considère pas que je pense que c'est pas son rôle et que c'est pas le moment
de traiter de ça. Quand tu es président d'une fédération, tu n'es pas là pour faire un débat sur la pertinence de telle ou telle prise de position féministe ou pas. Enfin, c'est pas. Tu peux avoir des opinions personnelles, mais en tant que représentant d'une autorité, tu peux absolument pas te prononcer sur des opinions. Enfin, c'est absolument pas le. Et c'est là où moi je voulais en venir, et que ce que moi je reproche à Rubiales, au-delà même du geste, qui est un geste inacceptable, etc. Mais bon, il faut avoir de la mesure sur les degrés d'agression sexuelle. On est quand même pas au maximum de l'agression sexuelle, on est quand même sur le premier degré. C'est grave, c'est inacceptable, il faut le D'ailleurs, le condamner, baiser est etc. considéré comme une agression Mais sexuelle en que la Espagne, je question crois. du consentement dans cette affaire-là est secondaire pour moi. Pourquoi il est secondaire? Pas pour relativiser le geste, mais pour, au contraire, aggraver le geste de Rubiales. Parce que quand bien même il y eût été consentement, est-ce que c'est le rôle d'un président? Est-ce que c'est l'image que de donner un président de coller un bec à une joueuse devant des millions de personnes? Est-ce que c'est le rôle, l'image, la responsabilité d'un représentant de présenter ses parties génitales à toute une équipe devant l'épouse du chef d'État du pays en question? Est-ce que c'est le rôle d'un président d'envoyer promener ces questions-là comme si c'était le dernier souci qu'il pouvait avoir? Évidemment non. Donc pour moi, la question de l'affaire Rubiales, c'est évidemment une affaire qui est liée au féminisme, mais qui est liée aussi à cette à l'absence d'éthique des leaders de ces fédérations-là, à l'absence de déontologie, à l'absence de considération morale et d'exemplarité qui réclament aux joueurs que eux sont incapables de s'appliquer. Et ça me rappelle rapidement, alors c'était un contexte très différent, l'affaire Laporte avec Altrad. D'ailleurs, il y a un podcast très bien de l'équipe Explore là-dessus, que j'ai écouté, qui est génial. je vous invite à écouter. J'ai écouté cet été, parce que moi j'étais un peu largué sur cette affaire, je comprenais pas ce qui se passait, donc j'ai écouté tout. Et ce qui est très intéressant dans l'affaire Laporte, on retrouve cette même idée, c'est que Laporte, il comprend même pas ce qu'on lui reproche. C'est des gens qui sont totalement déconnectés avec ce qu'est la moindre minuscule idée d'éthique et de déontologie, parce que eux, ils considèrent que comme ils sont, ce sont des sortes de potentats, les fédérations sont devenues une sorte de potentats où on voit bien la difficulté qu'on a à faire démissionner ces personnages-là. On voit bien qu'ils règnent sur un truc, ils ont un pouvoir politique énorme, ils sont très difficiles comment je cherche mon mot. Mais c'est pas une forme de populisme, ça, Thibaut, de toujours rejeter la faute sur quelque chose d'autre? Mais en fait, à mon avis, il y a deux niveaux. C'est-à-dire, il y a d'abord le fait que les mecs sont totalement déconnectés, ils comprennent même pas ce qu'on leur reproche. Là, par exemple, Laporte, le conflit d'intérêts, ils comprennent pas ce que c'est. Ils comprennent pas, il dit bah non, c'est mon pote, je suis ami avec lui, on est amis, bah, il y a pas de conflit d'intérêts. Ils comprennent pas en fait, ils comprennent pas que c'est pas le problème en fait. Ce moment aussi, ça. Mais non, mais tu peux comprendre, c'est une réaction naturelle humaine de te dire bah c'est mon pote, on va bosser ensemble, il me fait des petits chèques, voilà, on va se régler, tu sais, on a la bonne franquette. Sauf que la fédération, une fédération sportive, c'est pas un dîner entre des potes au bistrot. C'est de l'argent public. T'as une mission de service public. T'es obligé d'avoir une certaine transparence et d'exemplarité. La même que tu réclames auprès des joueurs. Tu t'es toi-même soumis à la même exemplarité. Et le deuxième moment, pardon, je fais un tunnel, c'est le victimisme. C'est-à-dire que non seulement ils comprennent pas, mais après, ils voient une cabale. Ça, c'est du populisme à l'état pur. Et ça, c'est du populisme à l'état pur. Mais le populisme fait utiliser ça comme un argument politique, ce qu'a fait Rubiales. C'est-à-dire que de rupture, hein. C'est une défense à la Vergès, où tu même à la en Trump, fait à la Trump, au juge le droit de les juger. C'est une stratégie d'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça. Ils sont en dépit de tout, de la gravité en fait et de la répercussion de son geste. Et ce qui est marrant, c'est que dans la société espagnole, ce côté un peu macho ibérico ou du mec qui va mourir matando, en Espagne, tu renonces pas, t'abandonnes pas quoi, t'abandonnes pas, et qu'il y en a beaucoup qui, quand ils ont vu le mec a dit voy a demitir, le mec disait olé quoi. No voy a demitir, le mec a des couilles. C'est le fait d'avoir des cojones. C'était vraiment, et t'as une espèce de retour du reflet des cojones, tu vois, du macho ibérico. C'est-à-dire vraiment, ce que t'admires, c'est que le mec, précisément, est dans un cas totalement désespéré. Il sait qu'il avait l'entièreté de la société espagnole contre lui, mais quand même, le mec, justement, c'est parce qu'ils sont tous contre moi que je vais remettre le couvert et je vais aller encore plus loin. Et ça allait presque dans le fanatisme, et on le voit dans la mère qui va faire sa grève de la faim dans une église, pour demander au saint local, je sais plus où, à la Vierge Marie de Motril, de protéger son fils, qui est finalement, la pauvre dame a été emmenée à l'hôpital parce qu'elle est restée 3 jours sans manger, et avec les cousines qui font des déclarations devant l'église pour défendre Rubiales. Et il y a eu des papiers dans la presse espagnole là-dessus, sur le côté presque fanatique en fait de cette défense.
une défense fanatique de dire on va convoquer une espèce de vieilles valeurs de Furia, de vieux trucs espagnols qui va permettre de contrebalancer ce qu'il appelle lui le falso féminisme ou le faux féminisme. Supposé de gauche et communiste, etc. Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, lui, ce qui est assez. Alors que lui est proche de Sanchez au départ. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Moi, ce qui m'a un peu interpellé quand j'ai lu à propos de cette affaire, c'est que son père était un édile d'ailleurs de gauche. Il a eu des responsabilités au sein du Parti socialiste. Il était proche de Sanchez et c'est un ennemi de Tebas. En fait, le comportement de Rubiales, on l'aurait peut-être plus attendu de Tebas, en fait. Ouais, tu vois que de. Pour moi, il est parfaitement, finalement, même s'il a un côté paradoxal, il est parfaitement conforme à ce qu'est l'époque, à savoir une réunion des extrémismes, une réunion finalement, tu te rends compte que les positions anti-progressistes, les positions anti-féministes, etc., sont plus vraiment connotées à gauche ou à droite. C'est-à-dire que tu as un enjeu de civilisation dans les deux cas, où tu as des sociétés qui refusent, des parties de sociétés qui refusent les évolutions récentes ou qui les prennent un peu à la légère, et d'autres qui en font leur cheval de bataille. Pour moi, à titre personnel, je trouve que les deux positions sont extrêmes. Donc pour moi, je pense que je suis entre les deux. Mais on a vraiment là une opposition, et effectivement une défense à la Trump. Il a quelque chose de trumpiste, et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger en fait. Bah oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui tu regardes Trump, il est encore dans les sondages. Et ce qui est maintenant, plus tu es attaqué, plus tu es condamné même, c'est le cas de Trump, qui est bientôt le cas de Trump, et bientôt le cas de Rubiales certainement, plus tu es populaire, plus tu es représentatif. Bah, c'est là où est le danger. Voilà, et c'est là où on est dans une époque extrêmement perverse, où le camp du juste, finalement, est suspect. Alors que le camp du, je ne peux pas dire pas du mal, mais en tout cas le camp du délinquant, de celui qui est un peu du marginal, devient le modèle à suivre. Mais tu sais qu'en fait, moi c'est quelque chose, en fait, de ce que tu viens de dire, que j'ai retrouvé dans mes recherches sur la lutte économique pour ce qu'on appelle l'equal pay chez les femmes. C'est-à-dire qu'elles, il y a 30 ans de lutte salariale, je parle vraiment pour comme Arlette Laguillet, c'est flippant. Mais il y a 30 ans de lutte salariale. Aujourd'hui, on a fait une émission de gauche. Dans le football féminin. Faut le signaler. Et le but, c'était l'equal pay. Donc le but, c'était un traitement égal, au moins dans les bonus, entre les femmes et les hommes. Et le premier, en fait, ça a eu un effet pervers dans le sens où le premier réflexe a été de se dire mais attends, elle génère pas autant que les hommes. Dans le foot, je parle pas du foot de club, je parle du foot de sélection. Elle génère pas autant de revenus. Donc pourquoi en fait leur accorder un traitement égal? C'est le problème de l'affirmative action, de discrimination positive. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ça a été pris par l'opposition ce manque de spectacle, ce manque de génération de revenus. En fait, c'est une boîte de nuit dans laquelle on te dit que tu n'es pas habitué, tu rentres jamais. Comment amorcer la pompe du désir? Comment créer un désir pour le football féminin? La pompe du désir, c'est un peu sexuel, c'est un peu Bruno Le Maire. Ça peut être un peu, voilà, ça peut prêter à confusion. C'est un peu Bruno Le Maire. On est entre hommes, on va nous le reprocher, donc préparez-vous. C'est un peu le renfoncement brun de Bruno Le Maire, je suis désolé. La petite capsule vidéo pour David Guzman. Ouais, peut-être entre nous pour le bêtisier pour la fin, mais non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue pour le foot féminin. Ouais. C'est-à-dire que comment amorcer un cercle vertueux quand on te dit qu'il n'y a pas de spectacle, mais il n'y a pas de spectacle parce qu'il y a du désinvestissement, il n'y a pas de spectacle parce qu'il n'y a pas d'identification, parce qu'on ne rémunère pas et on ne met pas en avant en fait les actrices du football à leur juste valeur. Donc c'est vrai que dans le jusqu'au boutisme de certaines positions aussi revendicatrices a pu être à tort, mais a pu être désavantageux justement dans la lutte salariale des... Parce que souvent, sauf JB, si tu veux dire quelque chose, Oui, vas-y, je rebondirai. Non, mais parce que, à mon avis, il y a deux éléments. Il y a l'idée que les minorités actives ont tendance, en réalité, ils sont là pour tirer les sonnettes d'alarme, etc., mais ont tendance à susciter du rejet. C'est-à-dire que quand tu vas avoir des minorités très fortes avec un discours extrêmement revendicateur, ce qu'on peut appeler des avant-gardes, si je puis dire,
les avant-gardes sont absolument pas démocratiques, quoi. C'est pas elles qui vont attirer avec eux la majorité des gens. Elles font plutôt peur qu'autre chose. Donc il y a cette idée-là, quand il parle du faux féminisme, peut-être à ça auquel il fait allusion. C'est-à-dire que voilà, il y aurait en fait une sorte de ce qu'on appelle le lobby LGBT. On en avait parlé pour l'histoire des bracelets. Tu vois, c'est toujours cette idée qu'il y a une sorte de complot caché, etc. Ça, c'est à mon avis, c'est un élément important à retenir, parce qu'il faut aussi comprendre. Il faut aussi comprendre ce qu'il veut dire quand il dit ça. C'est pas dire le partager, mais comprendre pourquoi il dit ça. Parce que avoir cette espèce de réflexe de Pavlov, faut dire ah ben c'est pas bien, etc. Faut pas l'écouter, il est d'extrême droite, etc. Enfin, non, il faut écouter quand même ce qu'il dit. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Il faut le dénoncer, il faut essayer de le comprendre, etc. Mais essayer d'abord de se mettre dans la tête de ce mec-là. Comment ces mecs-là pensent. Et ensuite, il y a un élément qu'on aborde très peu dans ces débats-là, et j'ai l'occasion d'en parler ce soir, c'est qu'il faut, en même temps qu'il faut repenser effectivement la place de la femme, effectivement la question des revenus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu le dis très bien, mais c'est aussi la réalité. Donc il faut être capable de renoncer à un certain nombre de préjugés. Je pensais notamment à la question des audiences pendant la Coupe du Monde, qui était énorme, effectivement, et enfin c'était évident que c'était une bonne idée en fait. C'était à midi, les gamines peuvent le voir. Enfin, je veux dire, mais simplement la force du préjugé la force du préjugé des marketeurs, la force du préjugé des types qui veulent pas prendre de risques, la force des préjugés des mecs qui veulent absolument partir en vacances, qui n'ont pas envie qu'on les envoie sur une Coupe du Monde féminine au plein mois d'août. La force de ces préjugés-là, l'inertie de la bureaucratie a fait qu'on a répété un vieux préjugé pour au final dire et faire les surpris au mois de ah bah oui, finalement on fait des bonnes audiences, 3,5 millions, 4 millions, soit à peu près ce que l'équipe de France masculine, hein, c'est Moi, j'ai un chiffre assez amusant. C'est-à-dire que sur la Women's Super League, qui est un peu, donc c'est l'équivalent de la Première Ligue en Angleterre, il y a une personne qui a regardé sur 5 qui ne regarde pas la Première Ligue homme. Donc c'est énorme. Ça se compte en millions. Il y a 8 millions sur 42 qui ne regardent pas du tout, qui ne regardent pas la Première Ligue homme. C'est-à-dire que même ces préjugés, ils sont contredits par la réalité, par le marché. C'est-à-dire qu'il y a un vrai marché, il y a une vraie demande. C'est pour ça que la question morale n'est pas le bon argument. Je suis complètement d'accord. Parce que c'est pas avec la morale que tu vas remplir des stades ou que tu vas inviter les gens à regarder des matchs. C'est pas parce qu'on va dire ah, c'est bien, c'est du foot féminin. Tu sais, on en présente ça comme si c'était mais comme si c'était des Jeux paralympiques, quoi. C'est bien, il faut le regarder, c'est bien. Mais non, c'est le football qui a son fonctionnement, qui a son autonomie, qui a son style et qui mérite d'être vu en tant que tel et pas parce que c'est bien ou parce que un tel l'a dit, quoi. J'y vais, pardon. Non, mais c'est là où je vais aller dans votre sens à tous les deux. C'est-à-dire que je pense que l'une des sorties pour justement faire avancer la situation, c'est du côté des États-Unis et de l'Angleterre qu'on va la trouver. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à générer une économie, à construire des clubs, à avoir des droits qui tombent, à avoir des infrastructures, à recruter. L'Espagne s'y est mis, mais c'est vraiment un cran en dessous. L'Italie aussi. Nous, on a été débordés alors qu'on avait pendant un temps les meilleurs clubs féminins, en tout cas, que ce soit le PSG ou l'OL. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis aujourd'hui, une franchise, ça vaut à minima 50 millions d'euros. Ouais, 59 pour Royal Reign. Voilà. On est quand même sur des chiffres qui feraient saliver beaucoup de clubs. C'est le prix de Bordeaux. Voilà. Non, mais je ne vais pas revenir à. Non, mais c'est exactement là où je voulais aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant le match, ils vont aller voir se structurer en face, ils vont générer de l'argent, et puis les marques vont regarder une chose. Pour garder de l'exposition, pour avoir des valeurs qui correspondent finalement à une clientèle qui est celle qui achète et qui est celle finalement qu'on va cibler, hein, la fameuse ménagère de plus de 63 ans aujourd'hui, eh ben, le foot féminin, ça sert parce que ça permet de raconter une autre histoire autrement et ça permet aussi de toucher une population plus large qui ne regarde pas. L'autre chose, et ça, c'est les chiffres qui nous disent, 60% de ceux qui regardent le foot féminin sont des hommes. Et donc derrière, si on est assez malin, et c'est là où on a un vrai problème en France d'élites qui ne sont pas formées pour penser le sport, alors qu'ailleurs, ça commence vraiment à bouger, je pense notamment à l'Allemagne, il y a un moment donné, il va falloir qu'on regarde la réalité, pas l'image qu'on veut en avoir. Vous parlez de stéréotypes, on est dedans. On parlait de clichés, on est dedans. Une absence de réflexion, je pense qu'on l'a pointé du doigt. Si on ne réagit pas demain, le décrochage qu'on a avec la Ligue 1, on va l'avoir avec la Ligue 1 féminine alors qu'on a été dominant. Et il va falloir à un moment donné mettre l'argent là où il faut, il va falloir être volontariste. Et pourtant, on a les marques pour. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on a des marques françaises qui vont investir dans les clubs américains parce qu'ils savent l'exposition qu'il y a là-bas. Et nous, on sera à mettre nos filles dans les camps d'entraînement, comme ça va être le cas pour certains matchs du PSG, parce que les infrastructures sont vraiment sympas.
Mais alors pour le coup, là, sous l'impulsion notamment de Jean-Michel Aulas, il y a alors sur le papier, c'est vraiment pas mal ce qu'ils essaient de faire en D1 Arkema. C'est une professionnalisation quasiment complète, une professionnalisation de l'arbitrage. Il y a 3 niveaux de licence pro. Ça avance un tout petit peu, mais après le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a des clubs qui sont supportés par des clubs financièrement par des clubs professionnels et il y a des clubs qui ne s'en sortent pas comme Soyo, qui est le club en fait fondateur du foot féminin en France, qui a déposé le bilan, qui est reparti en R1. Il y a Fleury qui a aussi enfin, qui fait Juvisy qui partie avait dû fusionner avec le PFC. et Juvisy qui a fait Blanquefort en fait, qui Alors, avait on créé va la avoir le section même problème qu'on féminine avait du Girondin de Bordeaux. sur le football masculin, c'est-à-dire que comme c'est financé par les municipalités, ils peuvent pas se permettre d'avoir plusieurs clubs au même endroit, donc tu as des fusions, des trucs. C'est le même type Exactement, d'économie. Hein. exactement. Mais non, mais JB, tu as complètement raison. Mais tu sais que maintenant, il y a même des fonds d'investissement féminins. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Tatiana Jama, qui a fondé un fonds de venture capital qui s'appelle Sista, S-I-S-T-A. Alors, c'est pas pour faire de la pub parce qu'elle n'a pas besoin, mais elle n'investit que dans des fonds, que dans des entreprises, des startups qui sont gérées par des femmes. Donc, clairement, moi, je l'en avais déjà parlé un peu de façon informelle, mais on peut attirer des fonds en fait vers le sport féminin. On peut même générer des revenus avec le sport féminin. On peut attendre un retour sur investissement pour le sport féminin. Il y a des infrastructures qui sont là. Maintenant, il y a même des cabinets d'avocats qui sont essentiellement féminins. Donc, il y a la place en fait pour créer quelque chose, vraiment. Et c'est là où on voit toute l'absence de vision d'un Textor, par exemple. Parce que liquider 2 franchises, dont une en MLS, enfin dans le championnat américain, qui est en pleine bourre, c'est-à-dire que là, c'est un championnat qui va bénéficier de l'apport De de l'expertise de l'expert Michel Kang aussi. Ouais, c'est lunaire. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Moi, pour moi, le symbole est horrible. Il n'a pas bazardé l'immobilier. Parce qu'il y a des actifs immobiliers. Il a bradé, non, mais il a mis de côté, il a vendu les filiales féminines. Le symbole est fort dans le mauvais sens. Et en plus, ça lui a même pas permis de passer la DNCG, c'est encore pire, tu vois. Ouais. Il a quand même dû vendre Bradley pour le prix de l'OL Reign. Bref, ce n'est pas le sujet. Thibaut, tu voulais clôturer cette émission avec une dernière intervention. Juste sur un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que il faut penser évidemment le foot féminin, tu le dis JB, penser le sport, et penser la place des hommes aussi. Complètement d'accord. Dans cette affaire-là, nous, on est un exemple. Alors, on a des filles, heureusement, moi, ça m'aide pour penser ça. Et repenser la place des pères, des maris, des hommes dans la manière d'aborder cette discipline-là. Et sortir de l'aspect moraliste en permanence, et rentrer sur le champ de la transmission, sur le champ de l'expertise, sur le champ et sortir en fait de l'aspect presque, j'allais te dire presque oublier que ce sont des filles, peu importe en fait. Juste montrer que c'est possible, voilà, et qu'on n'attend pas qu'elles soient au même niveau que les hommes. Mais le tennis féminin, Et le regarder avec il a ses lunettes. règles. Voilà, le regarder avec d'autres lunettes. Apprendre nous aussi à le regarder, apprendre à l'apprécier, et apprendre aussi à faire la place pour les hommes dans cet univers-là aussi. C'est pour ça que moi j'aimais bien le personnage d'Hervé Renard, et même Aulas est assez juste là-dedans. J'aimais bien le côté un peu presque caricatural d'Hervé Renard, un peu testostérone, les pecs en avant, et en même temps un côté hyper. Moi, je trouve, là, c'est à titre personnel, l'image que j'en ai, je trouve que ça se passe bien avec ces filles-là et qu'elles sont contentes, en fait, chacun un peu à sa place, quoi. Et que je trouve que ça fonctionne bien, qu'il y a une coexistence pacifique des sexes possible. Alors, c'est un peu utopique, mais le football peut offrir aussi ces moments un peu d'utopie. Et je trouve que cette coexistence pacifique des sexes, cette fin de guerre des sexes, est simplement une émancipation collective. Le football peut être un terrain de jeu pour ça aussi. JB, tu voulais rajouter un dernier truc ? Oui, c'est pour ça que la polémique qu'on a eue cet été autour du discours de motivation d'Hervé Renard, qui avait été capté dans le vestiaire des Bleus avant un match de Coupe du Monde, a pris des proportions folles. C'est-à-dire que là, tu parlais de la place des hommes, mais on est dedans. C'est-à-dire que Hervé Renard a un discours qu'on peut accepter ou pas, mais c'est un discours de motivation, c'est un discours qui a été relativement bien reçu par le vestiaire et qui a été ciblé parce que c'était un homme dans un contexte où il n'aurait jamais dû s'exprimer comme ça,
Or, là, c'est le prof qui parle. Il nous arrive d'avoir des discours motivationnels qui sont extrêmement parfois punchy. Et puis, à certains moments, bah, tu rentres dedans aussi parce que ça participe des techniques de management, mais aussi de dynamisation de ton groupe. Et en l'occurrence, là, c'est la place de l'homme qui a été questionnée. Et j'ai eu l'impression qu'il avait été attaqué parce que c'était un homme. Et dans le sport féminin aujourd'hui, C'est un homme qui avait des chemises, qui mettait des chemises. C'est vrai. Un peu trop cintré. Un peu trop centré. Mais ça, c'est parce que l'homme a des pecs. Mais c'est une vraie interrogation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous passés de l'autre côté et on se rend compte que il faut aussi qu'on apprenne à avoir une place, qu'on nous la laisse aussi. Parce que sur certains débats, à partir du moment où tu es un homme, a fortiori, que tu as plus de 40 ans et que tu es dans un contexte assez particulier, tu n'as pas le droit de parole. On va faire le test avec ce podcast, on va voir ce qui va se passer. C'était très intéressant. D'ailleurs, en fait, on reprochait aussi à Corinne Diacre son autoritarisme, donc c'est un peu amusant. Oui, on a traité d'Attila, et Attila, je rappelle, c'était un homme. Hein. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. On va conclure justement sur ces belles paroles qui étaient vraiment très pertinentes, j'ai trouvé. On va pas complètement clôturer cette émission. On va évidemment revenir sur notre petite micro-chronique de fin d'émission habituelle, évidemment avec nos recommandations. J'espère que vous y avez tous pensé. Et oui, c'est bien, les gars, vous n'avez pas perdu les bonnes habitudes. Et on va garder le même ordre que pour cette émission, donc je vais lancer JB. Alors, moi, je vais vous conseiller À l'ombre du Big Five, qui est sorti chez Amphora. Ça a été dirigé par David Lortolari et puis Nicolas Villas. Bon, c'est un peu corporate. Tout n'est pas bon dedans, mais il y a des choses assez intéressantes. C'est une lecture assez agréable pour avoir un point de vue un peu décentré et pour aller dans le sens de notre discours. La Diplomate, c'est un roman qui a fait un carton en Allemagne, qui vient d'être traduit, qui est sorti chez Le Cartanier et qui a été signé par Lucie Fricke. L'histoire est vraiment sympa et en l'occurrence, La Diplomate, je suis assez surpris par le récit. C'est loin du sport, mais ça fait un assez bel écho à ce qu'on abordait. Très bien. Thibaut. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Bon, la revue de l'After et... la revue de l'After, bien sûr. Et le livre sur Sochaux, là, il s'appelle Forêt... Comment il s'appelait? Attendez, il faut que je retrouve. Fais ta reco, David, je vais la retrouver. Là. C'était semi-préparé quand même, Thibaut. Hein. Non, c'est pas du tout préparé, j'avais oublié cette rubrique. Il m'en a parlé en plus plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qui l'a marqué. Vas-y, David. On verra. Sinon, je peux recommander le livre de Jean-Michel Aulas, que j'ai lu aussi. Voilà, on va oublier cette période. Vas-y, David. Alors moi, je vais recommander Le Temps des Conquêtes, le livre de Nicolas... Non, je plaisante. Le Temps des combats, putain, merde. Moi, je l'ai lu. Ouais, des combats. Pardon. Non. De cœur et d'or, un documentaire de Vincent Deby sur en immersion dans la saison que c'est 2021-2022 des filles du RC Lens. Très 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 sympathique, c'est complètement en raccord avec le podcast d'aujourd'hui, c'est touchant et je l'ai regardé en fait pour préparer cette émission, pour m'imprégner un peu de l'environnement du foot féminin et vous ne serez absolument pas déçus. Thibaut, t'es bon? Ouais, je suis bon, pardon. Jean-Baptiste Forêt, Au cœur du grand déclassement. C'est chez Cerf, La fierté perdue de Peugeot Sochaux. On l'avait reçu dans l'After il y a quelques temps. J'ai pu me plonger dedans et c'est très intéressant sur l'épopée de Sochaux et l'espèce de mutation qu'ont vécu les grandes industries françaises et le football avec lui. Donc c'est un livre, c'est très bien écrit, c'est vraiment un livre passionnant. Et sinon... juste la petite... Sinon quoi? Non, vas-y. Et là, juste la petite reco, je reviens encore sur je l'ai mis 15 000 fois, mais le clip de la Fédé portugaise sur la Coupe du Monde féminine, il faudra peut-être le remettre en lien, qui était, à mon sens, très important pour comprendre en fait un autre angle de vue. Souvent, il fait bon ouvrir les portes et les fenêtres pour voir un peu ce qui se fait ailleurs et arrêter de rester enfermé dans nos propres névroses. Alors, en parlant de névrose, Woody Allen vient de parler concernant l'affaire Rubiales. Il a dit qu'il ne comprenait pas en fait qu'on puisse perdre son boulot suite à un baiser en public. Pour quelqu'un qui a baisé sa fille adoptive, je trouve ça un peu... On t'a pas demandé ton avis, quoi. Ouais, enfin... On n'aura pas Émile Louis en sélectionneur des espoirs, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire. Vas-y, Flo, je te laisse enchaîner.
Moi, je voulais aussi recommander le livre de Sarkozy, mais ça a déjà été pris. Non, j'ai un article de l'équipe. Val, je sais que tu l'as lu, ou je sais pas si vous l'avez lu. Du COP au front sur les traces d'un hooligan français parti s'engager dans la guerre en Ukraine de Simon Boll. Exceptionnel. Article dans l'équipe qui est sorti la semaine dernière. Avec pas mal de liens aussi vers Street Press, qui est un formidable site d'enquête, notamment pour ces sujets-là. Et c'est un super article qui suit le parcours de César, dont on avait déjà entendu parler sur la finale de la Coupe de France, puisqu'il était avec d'anciens hooligans de Toulousains. Et il est revenu du front, il fait la Coupe du Monde de rugby avec la France. Il y a Clément d'Antibes et machin, l'Ukrainien, quoi. Ouais, il est là pour taper les blacks au premier tour, lui aussi. Ouais. Mais bref, du coup, enfin, formidable article. C'est pas très long, ça vous prendra 3-4 minutes de votre temps. Et je vous le conseille parce que. Si, il est un peu long, en vrai, Flo. C'est bien 10 minutes. Non, c'est une belle enquête, mais ça, c'est pas un article complet de Street Press qui prend 25 minutes à lire ou un Équipe Explorer. C'est un bel article en 5 minutes et où on plonge bien dans le parcours de cet homme qui est assez incroyable et assez effroyable. Oui. Et je vais clôturer ces recommandations avec le bouquin Les ingénieurs du chaos de Giuliano D'Ampoli, qui est aussi l'auteur du Match du Kremlin, qui est sorti l'an passé, qui a eu un vrai succès. Ouais, que j'ai lu, qui est excellent. J'ai lu cet été d'ailleurs. Voilà, et moi j'ai lu celui-ci cet été, qui est super et qui raconte comment les mouvements populistes un peu partout dans le monde, à la fois en Hongrie, en Italie, au Royaume-Uni, en Angleterre, aux États-Unis, ont réussi à accéder au pouvoir, notamment avec l'utilisation des algorithmes Facebook. Et voilà, c'est hyper intéressant, ça explique un petit peu tous les rouages de la politique populiste, et voilà, je le recommande puisqu'on a aussi parlé un petit peu de populisme dans cet épisode, donc ça tombait à pic. Messieurs, merci beaucoup. Quelqu'un voulait rajouter un dernier mot ou on est bon pour cette émission? Non, je crois qu'on est pas mal. Je vous vois tous finir sur Woody Allen, moi. Finir sur Woody Allen. Voilà, on va plutôt finir sur la revue de l'After, c'est beaucoup mieux. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de participer à la cagnotte pour David Guzman et pour aussi un petit peu pour 11e art. C'est très important, sinon n'oubliez pas le procès le futur de Guzman. Voilà, exactement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous en avez l'habitude, c'est hyper important pour nous. Et aussi de vous abonner à la nouvelle page, enfin aux nouvelles pages du Comex sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Voilà, on va clôturer cette émission. C'était très cool de faire cette première avec vous, les gars. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre sujet. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.